Bon après-midi à tous. Donc je vais parler en français. Je suis français. Et je travaille à l'IFPRI. Je suis donc basé à Washington, D.C. Je fais partie de la division qui s'appelle donc Marché, Commerce et Institutions. Et vous allez voir que ces trois notions sont liées. Parce que, comme son Excellence Monsieur le ministre de Sierra Leone l'a rappelé, les paysans veulent faire des profits. L'agriculture peut être gérée par les marchés. On a besoin de commerce pour échanger au sein d'un pays, entre les pays. Mais comme nous allons le voir, il faut aussi des institutions. Parce que cette question de stabilité des prix agricoles est vraiment une question de bien public. La stabilité des prix agricoles en elle-même est un bien public parce qu'elle va bénéficier aux consommateurs, mais aussi aux producteurs, aussi bien sur des questions de court terme. Si les prix sont instables, on va avoir les consommateurs qui vont devoir adapter et faire des sacrifices. Mais aussi sur le long terme, parce que si vous êtes un secteur qui est risqué, eh bien, il est beaucoup plus difficile pour le secteur privé d'investir dans la recherche et le développement. Et même si le secteur public va avoir un rôle moteur en matière de recherche et développement, le partenariat entre le privé et le public dans l'avenir va être, comme dans le passé, critique. Et donc, en réduisant l'instabilité des prix, vous donnez plus d'incitation au secteur privé aussi de faire les investissements nécessaires. Mais chaque fois que nous avons un bien public, la question, c'est qui va fournir et qui va être prêt à payer pour ce bien public-là. En sachant qu'ici, on fait face à un problème mondial, et donc il va falloir trouver un système de gouvernance globale qui permet d'atteindre cette stabilité des prix agricoles au niveau mondial. Et est-ce qu'on a besoin de politique pour l'atteindre? Oui. Oui, si elle est supportée par des évidences scientifiques, si elle est éclairée, si, comme l'a rappelé Monsieur le Commissaire dans sa présentation, on ne pilote plus à vue, mais on a un plan d'action et on a des outils pour mener à bien ce plan. Et en particulier, on veut promouvoir les bonnes politiques, mais on veut décourager les mauvaises. Et malheureusement, il y a beaucoup de mauvaises politiques à travers le monde. Certaines ne sont pas mauvaises en elles-mêmes quand on s'intéresse aux pays qui les appliquent, mais créent de nombreuses externalités pour le reste du monde. Subventionner ces paysans, en Europe ou aux États-Unis, pour la production agricole européenne ou américaine, ce n'est pas une mauvaise idée. Mais cela crée des nuisances pour le monde entier. Donc encore une fois, il va falloir réfléchir à ces politiques au niveau mondial. Et c'est là où le rôle du savoir et de la contribution de l'IFPRI est importante. Dans l'identification des imperfections de marché, qu'il faut essayer de corriger avec des politiques, et en particulier les questions d'information et d'asymétrie information seront importantes. Promouvoir aussi la bonne information pour les décideurs politiques, et puis participer à ces efforts de gouvernance globale, avec, ne l'oublions pas, que dans ce cas-là, il y a des négociations entre États. Et si vous n'avez pas de science dans la négociation, c'est purement un rapport de force. Et c'est ce qu'on ne veut pas pour avoir un système équitable. Alors typiquement, l'information et un système commercial avec des règles qui soient justes et stables, c'est aussi des biens publics. Donc la question, c'est comment on peut arriver à ces biens publics? Meilleure information, meilleur système de gestion des crises et de politique globale en général. Et donc le premier bien public, c'est l'information qui doit être précise et pertinente. Ici, je vous ai mis des titres de la presse qui, effectivement, dès qu'il y a une crise quelque part dans le monde, donc des feux en Russie, la sécheresse en Russie, on commence à en parler, les gens commencent à paniquer, et des fois même les gouvernements, comme le gouvernement russe, va réagir en disant, voilà, j'arrête mes exportations. Et on va voir que ces effets ont des conséquences directes sur les prix. Et si vous regardez la fin du graphique, vous voyez que, bien sûr, il y a des feux, l'événement réel, mais ce qui ne panique pas énormément les marchés. Mais dès que les Russes annoncent qu'ils vont stopper leurs exportations, le prix surréagit. On a même eu une crise après où les Russes ont dit qu'ils allaient importer du blé. Puis, 3 mois après, ça ne s'est pas passé. Donc, une mauvaise information crée de l'instabilité. Donc, on veut renforcer la transparence.
Et là, les décideurs politiques ont un rôle de s'assurer que l'information circule de manière pertinente pour éviter que les marchés s'affolent. Une autre thème de recherche, et donc le premier point, c'est des thèmes auxquels l'IFPRI a discuté justement dans les discussions du G20. La question, c'est, on parle de prix volatiles, de volatilité des prix, mais quelle est cette définition exactement? Qu'est-ce qu'on appelle volatilité? On aura toujours des prix agricoles plus ou moins instables, parce que le climat est instable. Le but, ce n'est pas de supprimer le risque total lié à l'agriculture. Il y aura toujours du risque. C'est pour ça qu'après, il faut des politiques d'accompagnement, effectivement, les safety nets dont on a parlé. Mais ce qui doit vraiment intéresser les politiques, c'est quand est-ce qu'ils commencent à avoir trop de volatilité. En particulier, est-ce qu'il y aurait des gens qui manipulent les prix? Est-ce qu'il y a des anormalités? Et donc, l'IFPRI a développé des méthodes vraiment complexes pour essayer vraiment de différencier ce qui pourrait être une volatilité normale d'une volatilité aberrante qui demande aux décideurs politiques de regarder la situation avec beaucoup plus d'attention. Donc c'est un travail théorique aussi. Donc je vous présente ici des travaux qui ont été faits, bien sûr non seulement par moi, mais par tous mes collègues, qu'ils soient à Washington ou à travers le réseau de l'IFPRI. Le deuxième bien public, c'est cette gouvernance mondiale pour avoir un système commercial juste et stable. La première chose dont la plupart d'entre vous sont conscients, c'est qu'on est en vérité un système commercial qui est dominé par un petit nombre d'exportateurs dans la plupart des produits de base. Que ce soit le riz, que ce soit le blé. Par exemple, sur le blé, le graphique ci-dessous vous montre en gros que 3/4 des exportations sont réalisées par 5 pays. Ce qui veut dire que dès qu'un de ces pays a un problème, le système mondial va avoir un problème. Et a priori, c'est un économiste qui s'intéresse aux questions de commerce, le commerce doit amener de la spécialisation. Je ne dis pas que tout le monde doit faire du blé. Mais le problème qui nous concerne aujourd'hui, c'est que beaucoup de ces spécialisations ne sont pas le résultat des simples forces de marché, mais des subventions. Donc on a un système hyper spécialisé, en particulier parce que certains pays ont mis en place des politiques qui mènent à cette hyper spécialisation. Si vous prenez le cas des États-Unis, la production de riz aux États-Unis est subventionnée à hauteur de 100%. Et vous voyez donc les États-Unis est l'un des plus grands exportateurs de riz. Si on arrive à un système plus équitable, eh bien, en réduisant ces exportations, ces subventions à la production ou aux exportations, on aura plus d'opportunités pour les paysans à travers le monde, que ce soit en Afrique de l'Ouest, mais ailleurs. Donc, on aura une meilleure distribution de la production, un plus grand nombre de participants au commerce. Et une question d'importance pour les pays africains, c'est aussi toute cette notion d'aide au commerce, parce que rentrer dans le commerce au niveau régional, mais aussi au niveau mondial, demande des investissements, demande des efforts. Donc si vous êtes déjà dans le système, c'est facile. Si vous devez rentrer dans le système, c'est coûteux. Et donc il y a toute une réflexion menée à l'OMC, mais pas seulement, sur cette notion. D'accord ? On l'a dit, les petits paysans sont une ressource critique pour produire pour le marché domestique, mais il faut aussi les aider à accéder au marché régional. Parce que ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on ne peut pas exporter. Les forces, par exemple, de l'Allemagne dans l'industrie, c'est toutes ces petites et moyennes entreprises qui représentent l'essentiel des exportations de l'Allemagne. Et c'est pour ça que l'Allemagne est un exportateur si stable et si puissant. Donc, on a un commerce qui est ultra spécialisé à cause de certaines subventions. Maintenant, on a aussi d'autres politiques, et les politiques commerciales qui ont la mauvaise habitude d'augmenter les perturbations initiales liées à des chocs climatiques ou autres. Parce que concrètement, ce que tous les gouvernements ont envie de faire, c'est protéger leur propre population. Donc quand vous avez un choc sur le marché mondial, la réaction naturelle, c'est d'essayer de se protéger de ce marché mondial. Mais quand tout le monde commence à le faire, eh bien, ça dégénère. Parce que les exportateurs vont vouloir limiter les exportations pour maintenir des prix bas au niveau domestique. Les importateurs traditionnels vont limiter leurs droits de douane pour aussi maintenir leurs demandes.
Et donc ici, dans cette partie-là, je vous montre un exercice qu'on avait réalisé en 2009 avec un collègue, où à partir d'un choc naturel sur le blé de 11%, quand vous laissez à la fois les exportateurs et les importateurs changer leur politique pour stabiliser les prix domestiques, le choc est doublé. C'est l'effet de la nature, c'est l'effet des politiques. Politiques qui à un niveau individuel, peuvent faire sens, mais à un niveau collectif, sont dangereuses. OK, donc là, il y a un petit problème. Donc, ici, ce que je veux dire, c'est qu'on a besoin de règles globales pour gérer ces questions à la fois de droit à l'importation et de droit aux exportations. On ne peut pas demander aux pays d'éliminer leurs droits de douane si en face, les exportateurs ne s'engagent pas à aussi accepter une discipline. En gros, on ne peut pas demander un désarmement unilatéral. Le désarmement doit être multilatéral et négocié, parce que chaque pays bénéficie du système commercial mondial quand il y a une crise à la maison, une sécheresse, on importe. Mais ce qu'il faut aussi, c'est que ce système soit résilient et que tous les pays dans leur ensemble acceptent que ce système doit survivre à toutes les crises. On ne peut pas penser égoïstement au système commercial mondial. Et le challenge en matière de définition des politiques, c'est de trouver le bon équilibre entre ce qui est de la souveraineté nationale et de la gouvernance mondiale. Et là, je mettrai l'accent sur l'intégration régionale. Parce que souvent, une première étape, c'est comme dans une famille, si on veut trouver un accord, c'est peut-être au sein de la famille qu'on le trouvera avant de le faire au niveau mondial. Et c'est très dommageable de voir dans différentes régions du monde, comme ça a été le cas en Afrique de l'Ouest, quand la crise arrive, un pays stoppe ses exportations à un de ses justes voisins qui fait partie du même groupe commercial. Mais si les chercheurs innovent, les politiques aussi innovent, et on voit de nouvelles politiques apparaître qui créent de nouvelles externalités. Et je vais faire référence ici à la question des biocarburants. Vous voyez à droite à quelle vitesse, donc là c'était le début des années 90, nous sommes maintenant en 2009, comment la consommation au niveau mondial d'éthanol et de biodiesel a vraiment explosé. Donc la consommation d'éthanol a été multipliée par 5, celle de biodiesel par 20. Pour faire de l'éthanol, il faut ou du sucre ou des céréales dans lesquelles on va extraire le sucre. Pour le biodiesel, il faut de l'huile végétale. Et cette nouvelle demande a amené une nouvelle pression sur les marchés agricoles, avec des effets très différenciés entre l'éthanol, qui est surtout un produit consommé par les Américains, et le biodiesel, qui est surtout un produit consommé par les Européens. De même, on peut faire de l'éthanol aussi bien avec de la canne à sucre qu'avec du maïs ou du blé. Donc, en vérité, les effets sur la sécurité alimentaire sont très différenciés en fonction des produits que vous utilisez. Et en plus, le risque que l'on a, c'est que les politiques mises en place par, bon, ici on va s'intéresser aux États-Unis et à l'Europe, mais on voit les autres pays émergents les imiter, sont des politiques très rigides, c'est souvent des mandats, qui rendent cette demande totalement inélastique. Donc si les prix montent du maïs, on continue à faire de l'éthanol. Ce qui veut dire que l'ajustement va se faire sur un autre marché. Et dans le cas du maïs, c'est le marché de l'alimentation animale, en premier lieu. Donc ce que l'on veut, c'est des politiques qui soient mieux conçues, qui vont à la fois libéraliser cette production des biocarburants et le commerce des produits sous-jacents, parce qu'actuellement, il y a quand même des politiques très protectionnistes derrière. Les Américains veulent faire de l'éthanol avec du maïs, les Européens veulent faire du biodiesel avec les oléagineux qui produisent. Donc on a actuellement des choix technologiques influencés par des politiques qui ne maximisent pas les bienfaits environnementaux, mais aussi mettent beaucoup plus de pression sur les prix et sur la volatilité des prix, de par la nature même des politiques, au sens où on pourrait atteindre les mêmes objectifs en matière, par exemple, de réduction d'émissions de CO2, avec beaucoup moins d'effets néfastes pour les autres pays à travers le monde. Je vais conclure. Comme vous savez, l'IFPRI essaye de produire du savoir, et en particulier en collaboration avec ses partenaires africains. C'est un long partenariat, et de toute façon, les questions que j'ai discutées là sont aussi des thèmes de recherche de l'IFPRI qui ne datent pas de la crise alimentaire. Il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a déjà des papiers de l'IFPRI qui abordent ces questions-là. Bien sûr, on essaie d'utiliser de nouveaux moyens.
Ousmane Badiane vous a cité le portail sur la sécurité alimentaire qui offre de l'information et essaye aussi de traduire la science, peut-être des fois un peu abrupte, en quelque chose de plus intéressante pour la communauté des utilisateurs. Et puis, on développe de nouvelles opportunités. Encore une fois, Ousmane vous a parlé du projet AgroDep et du fait que nous avons notre notre second séminaire technique, mais vraiment appuyé à Dakar le mois prochain, où on va réunir donc 60 chercheurs de toute l'Afrique, avec un atelier sur 2 jours consacré à ces questions de prix alimentaire, toutes les technologies que l'IFPRI utilise dans ses analyses, comment les mettre à disposition et comment permettre une expertise de haut niveau au niveau local. Merci bien.